Le site internet de la théorie de l'action conjointe en didactique donne un aperçu aux novices, notamment, s'intéressant à cette théorie, des concepts fondateurs et fondamentaux éclairant les positions des chercheurs mais aussi des professionnels qui y travaillent. Nous y trouvons notamment dans le glossaire la définition de l'action conjointe, point de départ de ce qu'il faut entendre de la relation didactique. Mais qu'est-ce à dire ? La didactique implique deux protagonistes et l'enjeu des transactions qui s'effectuent entre eux ambitionne un gain épistémique chez l'élève. Ainsi, le professeur gagne au jeu didactique engagé avec l'élève si l'élève y gagne également. C'est un jeu, aussi paradoxal soit-il, gagnant-gagnant. Mais penser une action conjointe entre professeur et élève n'aboutit pas forcément à une action réussie. Elle peut également se solder par un échec dans le cas où l'enfant n'apprend pas. Dans les métiers de la relation, tels que celui de professeur, le savoir sûr est essentiel, mais il ne saurait être suffisant. Car si en tant qu'élève nous ressentons le besoin de rencontrer un professeur évidemment sachant, nous avons tout autant besoin de rencontrer quelqu'un d'humain. C'est ainsi que l'on peut entendre une dimension trop négligée du professionnalisme du professeur en tant que capacité à renoncer à la toute-puissance que sa place rendrait pourtant possible. Ce peut être là le profond renversement à comprendre dans le cas d'un apprentissage, d'une éthique du métier de professeur. Cette communication propose une réflexion sur la bienveillance professorale en tant que vertu du professeur, à l'œuvre dans des pratiques discrètes, qui permettent une plongée dans l'humanité du maître, sous la surface première des enjeux de savoir qu'assume évidemment l'école. Ensuite, elle ambitionne de questionner l'importance pour le professeur de travailler avec ce qu'il est en tant que sujet, c'est-à-dire en découvrant, en acceptant sa propre vulnérabilité. Enfin, elle ambitionne un enrichissement des descripteurs de l'action issue de la théorie de l'action conjointe en didactique. Si la notion de milieu connaît une certaine extension, le milieu soi, je propose d'y ajouter le concept de milieu-sujet, posant la question des attitudes et pas uniquement celle des aptitudes professionnelles. J'y déploierai à cette occasion un paradoxe que j'appelle le paradoxe du professeur-ingénieur dans une dernière partie. La conception de nouvelles normes concernant l'école fut proposée en 2013 par le ministre Vincent Peillon lorsqu'il ambitionna la refonte de l'école de la République. Sans doute faut-il préciser le sens du concept de bienveillance, en réponse aux nombreuses réactions de rejet, voire de scepticisme qu'il a provoqué à partir de 2012 parmi les enseignants et dans ce que Chevalard appelle la noosphère. Dans le contexte de l'époque, ce terme a finalement été largement décrié. Pour nombre de professionnels, l'injonction ministérielle à la bienveillance a suscité de l'incompréhension face au caractère opaque, voire incantatoire de cette notion. Pourquoi parler de bienveillance professorale ? Veiller au bien d'autrui, y être attentif, s'en soucier, c'est avant tout faire en sorte de le traiter au mieux, de le considérer, d'en prendre soin, et donc de vouloir son bien en faisant le plus possible ce qui peut lui être bénéfique. Pour un professeur, être bienveillant implique au moins deux choses qui sont liées du point de vue éthique. D'abord, ne pas penser la relation en fonction de son propre intérêt, viser explicitement ensuite dans la relation le bien d'autrui. Je propose de voir la bienveillance comme immanente à l'idée de professeur, au sens où Préra juge l'hospitalité comme immanente à l'idée d'école. La bienveillance est alors un devoir pratique pour toute personne souhaitant exercer le métier de professeur. Autrement dit, c'est une nécessaire vertu professionnelle. J'essaie d'éviter l'écueil vertuiste selon lequel toutes les vertus, ou du moins tout un ensemble de vertus, seraient liées et entrerait dans une conception de la perfection éthique, ici d'une perfection professionnelle. Comme le souligne Préra encore, en morale, l'éventuelle excellence ne peut être que fragmentée. Mais alors, qu'est-ce qu'un professeur bienveillant ? Avant tout, un professeur relié à son humanité.
Le professeur doit faire preuve d'une présence, d'après Préra, fidèle aux côtés de l'élève. Nous pouvons penser que c'est une pratique fondamentale de la bienveillance. Sifali insiste sur la position de dépendance qui nous lie par l'angoisse. Cette notion de lien clinique, chez Sifali, est particulièrement intéressante dans la mesure où, pour lutter contre tout risque d'illusion autosuffisante, elle en vient à proposer un éloge de la dépendance. Cherchant à développer chez l'élève la puissance d'action propriomotu, le professeur vise à lui permettre de gagner de la distance à la dépendance. Mais au plan de la relation intersubjective, si le professeur doit être un ingénieur de l'intersubjectivité, d'après Sansevi, il ne peut s'absoudre de son lien de dépendance à l'autre qu'est l'enfant en tant qu'humain, fût-ce dans une relation dissymétrique. C'est tout le paradoxe de fabrication de soi comme professeur. Être un professeur bienveillant, être un professeur sujet. Le séminaire Action, en tant que séminaire de recherche sur la TACD, regroupe chercheurs et professionnels lors d'un rendez-vous mensuel. Outre le travail de recherche et d'écriture coopératif, ce séminaire travaille à la lecture d'œuvres particulières. Le dernier ouvrage en date, par exemple, fut l'ouvrage de Billetter, intitulé Esquisse. La fin de l'ouvrage, esquisse numéro 50, semble particulièrement féconde pour le propos qui m'anime ici. Billetter conclut par une nécessité pour le sujet d'acquérir une connaissance de lui-même par la voie de la parole en tant qu'être de langage, mais aussi que tout sujet peut acquérir de sa propre activité par son observation et son perfectionnement une connaissance de lui-même. Si l'on ramène ces considérations sur le terrain de la TACD, il apparaît un intérêt de poser la question du sujet. Car si la mission première d'un professeur est de transmettre une culture, il n'en reste pas moins un sujet. Sébastien Ponou pose cette question pierre angulaire de tout travail éducatif. Comment pouvons-nous aider un enfant à apprendre, à s'élever et à penser librement ? Il me semble, de façon récente, que le grand apport de Mireille Sifali aux questions d'éducation et de formation est d'insister sur l'importance pour le professeur de découvrir et d'accepter sa propre vulnérabilité. Car si le pédagogue ne connaît pas la psychanalyse, cela ne l'empêche pas d'être aux prises avec des phénomènes, comme le transfert par exemple. Ainsi, il est préférable pour ce que Sifali appelle l'accrochage, que les professeurs puissent agir sur un arrière-plan de connaissance des dynamismes du psychisme. Il s'agit pour le professeur de travailler avec lui-même, c'est-à-dire avec le milieu qu'il constitue pour lui-même, avec ses angoisses, ses projections, ses affects. Car, comme le mentionne Sifali, ceux-ci sont obligatoires dans la relation éducative, ils sont même nécessaires, pour que l'enfant investisse d'abord la personne par sa demande et que le professeur y réponde par une orientation vers les savoirs. Lors d'un récent travail de notre collectif, qui donna lieu à la publication de l'ouvrage didactique pour enseigner, le glossaire définit dans l'actualité de nos recherches et dans la suite du travail de Sansevi le concept nouveau de milieu-soi, provenant par extension d'un concept dérivatif de la notion de milieu. Je propose la possibilité d'enrichir la question du milieu en la portant plus précisément du côté du professeur, c'est-à-dire à l'enquête intime à laquelle celui-ci devrait se livrer lorsqu'il travaille la relation à l'enfant qu'implique l'acte d'enseigner. Cela revient à travailler avec soi-même et sur soi-même, et en ce sens, nous pourrions mettre à l'étude en TACD une nouvelle notion, le milieu-sujet. Cette perspective s'inscrirait dans le travail théorique de reconstruction de la forme scolaire. Pour rappel, l'usage de la notion de milieu en didactique renvoie à ce qui fait problème. Le milieu, en tant que notion modèle dans l'ouvrage DPE, nous éclaire sur ce point. C'est ce travail d'enquête,
dans l'intime relation de soi à soi, mais aussi de soi à l'autre, que le professeur doit conduire en tant que sujet. Cela dit, l'incitation à cultiver le travail d'un espace intérieur ne fait pas partie des prérogatives, notamment relativement à la formation des professeurs. Nous vivons sous le règne d'une idéologie scientiste et positiviste et nous souffrons d'une interprétation trop normative de la science qui dictera à l'acteur son action et la garantirait. Et cela s'articule à un idéal illusoire des professionnels de n'être jamais affectés soi-même par les sujets avec lesquels il faut travailler. Il s'agirait de ne jamais laisser voir ses affects, car l'apparition des sentiments vient ternir l'idéal de maîtrise. Au sens large, le rôle de l'éducateur consiste à faire entrer dans la culture, qui en TACD représente un complexe de pratiques assumées par les connaisseurs pratiques. Il s'agit donc pour le professeur de s'outiller du point de vue de la théorie et dans l'optique d'acquérir des techniques, des connaissances, toutes nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs efficients dans l'ère de la transmission. L'outillage du maître ne saurait se contenter d'une panoplie conceptuelle et pratique. Il souffrirait alors d'un manque à être pourtant nécessaire à sa mission. Nous pouvons nous inspirer de Lacan. Le maître doit être celui qui sait y faire. Il doit incarner à la fois celui qui sait et qui détient des habiletés professionnelles sans se déposséder de ce qu'il est, c'est-à-dire sans faire l'impasse sur ce qui le constitue en tant que sujet, donnant ainsi à voir toute son humanité. Penser le dispositif et travailler aux dispositions, acquérir la manière et l'expérience de la transmission et accepter la non-maîtrise, œuvrer au perfectionnement dans l'art d'enseigner et rester un sujet faillible. Voilà résumé le paradoxe de ce que j'appelle le paradoxe du professeur ingénieur.